Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2926 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 6 mai avec des anniversaires et tout d'abord celui de Cole Palmer, le jeune joueur de l'équipe de Chelsea qui fait une saison plus incroyable. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et aussi Mateo Kovacic, ancien joueur de Chelsea ou même du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Le défenseur Guillermo Maripan, défenseur de l'AS Monaco pour lui aujourd'hui, c'est également 30 ans comme Kovacic. Et Bradley Loko, défenseur de l'équipe de Brest, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue comme tous les lundis, on va parler de tout ce qui s'est passé sur ce week-end niveau résultats et on commence comme tous les lundis avec le championnat français et avec cette affiche entre Monaco et l'équipe de Clermont. Normalement je commence toujours avec l'affiche du dimanche soir, mais hier vous savez qu'il n'y a pas eu de match vu qu'on était le 5 mai, donc on va parler de cette AS Monaco-Clermont. Donc Monaco s'est imposé 4-1 lors de cette rencontre à Minamino Mbolo et doublé de Wissam Ben Yedder, donc parfait pour l'équipe de l'AS Monaco. 62% de possession de balle, 23 tirs, 8 tirs cadrés et 4 buts inscrits, donc parfait pour eux. Bon, côté Clermontois ça sent bien sûr la descente en Ligue 2 saison prochaine, mais côté AS Monaco, donc on peut dire c'est bien officiel, l'AS Monaco est assuré de finir dans le top 4 cette saison de Ligue 1, donc ce qui veut dire les gars, soit une place qualificative pour les barrages, soit une place directement en LDC, soit ils passeront par les barrages, mais bon ils sont deuxièmes, ils sont très bien partis pour se qualifier directement pour la future Champions League. L'équipe de Monaco, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, l'équipe de Monaco. Et Monaco les gars, cette saison, donc l'AS Monaco a largement compté sur Ben Yedder, Minamino, tiens, deux joueurs qui ont marqué lors de ce match avant-hier. Donc les deux attaquants auront été les grands artisans du retour plus que probable du club en Ligue des Champions, parce que 45% des buts de cette saison de Monaco ont été inscrits soit par Minamino, soit par Ben Yedder. Donc 28 buts sur les 62 buts inscrits en Ligue 1. Donc oui, ils ont été très importants, Ben Yedder et le joueur japonais. On continue, on va parler de l'équipe de Brest qui jouait contre le FC Nantes. Bon, pas grand chose à dire, c'était avant-hier samedi. Donc 0-0, bon voilà. En gros, ça fait les affaires d'aucune équipe. Peut-être de Nantes, parce que Brest, on sait que c'est quand même une redoutable équipe. Mais Brest, voilà, ils ont un petit peu fait du surplace. Donc, les statistiques de la partie. Donc, ça a été un match vraiment très ennuyeux à regarder. Seulement 2 tirs cadrés pour Brest, 1 tir cadré pour Nantes. Donc, voilà, on va pas s'éterniser sur ce match. 0-0 entre ces deux équipes et sans force. Peut-être usé physiquement, cette équipe de Brest qui a produit un gros combat lors du match avant. On se souvient d'une victoire 5-4 contre l'équipe de Rennes. Ils ont lâché beaucoup d'énergie. C'est vrai que là, ils ont été sans énergie pour cette rencontre. On continue, on va parler du Stade Rennais qui jouait du côté du FC Metz. C'était également avant-hier, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de match hier. Donc Rennes perdait 2-1 jusqu'à la plutôt 72e minute de jeu. Puis après, ils ont revenu. À 73e minute de jeu, Bourigeaud égalise et Kalimendo à la 93e minute de la rencontre. Il ne restait plus rien et il donne 3 points très importants pour le Stade Rennais pour essayer d'accrocher une place en Europa League ou Europa Conference League. Donc très belle victoire du Stade Rennais, une victoire longue à dessiner, mais une victoire, on peut dire, importante de côté messin. Donc ça, c'est pas du tout un bon résultat, surtout pour se maintenir. Donc les statistiques, 21 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts inscrits pour Rennes. De côté messin, donc 7 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts marqués. Donc le Stade Rennais contre-attaque, parce que j'ai dit, c'était mené, puis ils ont su renverser la rencontre. Et on va parler côté FC Metz parce qu'il a encore été buteur, c'est bien sûr Georges Mikotadze. Donc il a inscrit son 7e but en 5 matchs avec le FC Metz. Regardez, les 5 derniers matchs, à chaque fois, il a marqué un but, voire des fois même dédoublé contre Brest et contre Lens. Donc, malgré la saison, on peut dire très compliquée de Metz, lui, les gars, depuis son retour de près parce qu'il est prêté par l'Ajax, il fait du taf énorme, bien sûr, Mikotadze. Et c'est vrai que Mikotadze, les gars, sa saison en Ligue 1 avec le FC Metz, donc en tout c'est 18 matchs, 12 buts et 3 passes décisives. Oui, la saison est très bonne. Oui, c'est le meilleur joueur de Metz cette saison, malgré qu'il a loupé quelques mois vu qu'il avait été transféré du côté de l'Ajax Amsterdam. Heureusement qu'il est là, sinon Metz peut-être actuellement il n'aurait pas été là, aurait déjà été officiellement en 2e division française. Et le problème pour Metz, c'est qu'il a pris un carton rouge, Mikotadze, qui devrait louper normalement les 2 derniers matchs. Donc Metz, les gars, ils se déplacent pour un derby à Strasbourg lors du prochain match, puis après ils reçoivent lors de la dernière journée le Paris Saint-Germain. Et voilà, en gros, peut-être fin de saison, vu que s'il prend 2 matchs de suspension, on ne le verra plus. Et du coup, c'est compliqué parce que j'ai dit, c'est lui qui marque tous les buts du côté de Metz. Et du coup, le FC Metz prépare sa défense pour annuler la suspension de Georges Mikotadze face à Rennes. L'attaquant géorgien pourrait se rendre à Paris pour plaider sa clause, parce que en commission de discipline chaque week-end, ça se passe le mercredi. Donc après-demain, il devra aller à Paris pour essayer de se défendre
pour essayer d'enlever ce carton rouge parce que c'est un gros coup dur bien sûr pour Metz de ne pas l'avoir pour les 2 prochains matchs. Donc Metz compte aligner son buteur dans le derby à Strasbourg dimanche prochain. On va parler de Strasbourg qui se déplaçait du côté du Havre et le Havre s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Donc on peut voir tous les buteurs. À noter que Ayou a été buteur côté havrais, donc les statistiques, donc un match dominé, maîtrisé quand même par l'équipe du Havre, il n'y a rien à dire. Mais Strasbourg les gars, malgré cette défaite, on peut dire, donc déjà le Havre respire pour se donner un peu de bol d'air dans le classement, mais surtout Strasbourg, on peut dire c'est officiel, le Racing Club de Strasbourg est maintenu en Ligue 1, donc ce n'était pas gagné il y a plusieurs mois parce que c'est dernier ou même avant-dernier la Ligue 1, donc là ça ils sont sûrs, même s'ils ont perdu le match, les équipes derrière eux aussi ont fait des mauvais résultats, donc ils sont sûrs de rester une saison de plus en Ligue 1. L'équipe de Strasbourg, donc voilà, on a juste parlé de ça de Ligue 1, donc voilà, ça a été plutôt rapide parce que ces 2 matchs là on avait déjà parlé samedi et vu qu'il n'y a pas eu de match dimanche, donc il y a un match ce soir, Lille-Lyon qu'on parlera bien sûr demain avec le résultat, le match est ce soir à 21h et Nice-PSG et Reims-Marseille sera joué le 15 là, dans 9 jours exactement, donc voilà ce qu'elle va dire, on a parlé là des 4 rencontres seulement, donc au classement ça donne quoi? Donc le PSG bien sûr champion, le PSG on le sait déjà, donc Monaco 61 points, 4 points d'avance sur l'équipe de Brest, n'oubliez pas que les 2 équipes Monaco et Brest sont à 32 matchs joués, il y en a 34, il reste plus que 2 journées, donc voilà. Les 2 journées, en plus les 2 dernières journées se joueront en même temps, bien sûr, comme chaque saison. Donc à Lille, 4e, après il y a Nice, après il y a Lens, après il y a Rennes. Mais pas que pour l'instant, c'est seulement la 6e place qui est qualificative. Mais si le PSG gagne la Coupe de France, la 7e place sera qualificative pour l'Europa Conference League. Mais si Lyon gagne la Coupe de France, donc ce sera seulement les 6 premiers qui seront en Coupe d'Europe et le 7e. Il n'y aura pas de Coupe européenne. Donc Clermont, les gars, Clermont, c'est pas encore mathématiquement parce qu'il reste encore 6 points à donner pour eux. Donc ils peuvent encore, enfin non, ce serait un miracle vraiment s'ils arrivaient. Donc je crois que Clermont, je crois que même c'est fini. 28, 29, 30, 31. Ouais, et puis. Ouais, ils peuvent au pire à la limite rester barragistes l'équipe de Clermont, mais ils ne pourront pas être 15e, sûr de rester en Ligue 1, c'est pas possible. Pour Clermont, au mieux ils passeront par les barrages. Donc voilà ce qu'elle veut dire sur cette Ligue 1. On bascule rapidement sur la Ligue 2 parce qu'il y avait des matchs aussi importants ce week-end. La Auxerre qui jouait contre le Paris FC et la Auxerre s'est imposée 2-0, c'était samedi à 15h. Je regarde un peu le match et victoire des Bourguignons et la Auxerre l'a très bien parti, même quasiment sûr de jouer en Ligue 1. Donc Sinayoko et Onyue ont été les 2 buteurs, donc parfait bien sûr pour le leader bourguignon, donc les statistiques bien sûr en faveur de la Auxerre, presque en Ligue 1, on peut dire même qu'ils sont en Ligue 1 parce qu'ils sont premiers et le 3e, donc ils ont 6 points de retard, donc il reste plus que 2 matchs à jouer, donc même si Angers 3e gagne leurs 2 matchs, il y a plus 20 de différence de but pour la Auxerre, donc il faudrait qu'Angers gagne ses 2 derniers matchs au moins 10-0, avec vous avez compris qu'ils comblent ce retard de moins 10, moins 20 de différence de but par rapport à la Auxerre et qu'Auxerre surtout ne prenne aucun point sur leurs 2 derniers matchs. Voilà, Auxerre les gars, quasiment, presque sûr d'être en Ligue 1, même si mathématiquement on peut dire que c'est pas encore fait, mais voilà, c'est sûr qu'ils seront en Ligue 1. Et concernant l'équipe de Saint-Etienne, ils jouent contre Guingamp, ils gagnaient 2-0 quand même l'équipe de Saint-Etienne, ils se sont fait revenir à 2 partout, donc du coup partage des points, donc voilà dans cette rencontre 2-2, et du coup tous les autres résultats, on a déjà parlé samedi, vu que tous les matchs, la plupart ont été joués vendredi, donc là c'était seulement les 2 matchs entre Auxerre premier, Saint-Etienne deuxième qui se jouaient samedi. Le classement ça donne quoi? Comme j'ai dit, Auxerre les gars, plus 33 en différence de but, Angers, parce que regarde la 3e place, place où tu passes par les barrages, donc plus 13, 6 points d'écart, donc Auxerre on va dire qu'ils sont en Ligue 1, puis après Saint-Etienne, toujours devant Angers, il reste plus que 2 matchs à jouer, donc Saint-Etienne a une meilleure différence de but par rapport à Angers, il faut que Saint-Etienne gagne ses 2 derniers matchs, voilà, ils seront bien sûr devant Angers. Angers peut gagner ses 2 derniers matchs avec plus de buts et revenir à combler une différence de moins 5 de buts par rapport à Saint-Etienne, voilà, tout reste ouvert entre Saint-Etienne et Angers pour accompagner, on peut dire, la Auxerre en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà ce qu'elle va dire en France, on bascule cette fois-ci sur l'Angleterre, la première ligue, et on commence tout d'abord avec le leader Arsenal. Ils sont leaders même si City pour l'instant a un match en retard. Quand City peut-être jouera son match en retard, quand ils gagneront, peut-être qu'ils passeront devant Arsenal, mais pour l'instant c'est bien Arsenal qui est en tête de la première ligue. Et Arsenal a fait qu'une bouchée de Bournemouth, c'était samedi à 13h30, 3-0. Donc Saka, Trossard et Declan Rice ont été les 3 buteurs côté Gunners. Donc voilà, pas de souci on peut dire du côté de Arsenal. 24 tirs, 9 tirs cadrés et ça fait 3 buts inscrits. Donc félicitations à Arsenal, et Arsenal garde espoir. Arsenal qui n'a
plus son destin en main parce que voilà, City, les gars, a un match en plus à jouer et si City gagne, comme je dis, ils passeront devant eux. Donc voilà, eux de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent tout gagner en espérant maintenant un faux pas de Manchester City pour cette fin de saison. Et Saka, buteur sur penalty, premier buteur du match. Donc ses stats en championnat cette saison, ils montent déjà au total à 16 buts et 9 passes décisives. Une très belle saison en championnat pour Bukayo Saka. Et si on rajoute les autres compétitions, la FA Cup, la Carabao Cup, la Ligue des Champions qu'ils ont joué, ils montent au total à 24 buts et 17 passes D. Bukayo Saka encore bien sûr une saison voilà, comme d'habitude. Pour ça que c'est un très bon joueur parce qu'il est régulier depuis 3-4 ans les gars avec des stats comme ça. Bukayo Saka. Declan Rice, le troisième buteur du match, en plus buteur à la 97e minute de la rencontre. Lui aussi fait une grosse saison. N'oubliez pas qu'il a été acheté pour plus de 120 millions d'euros en provenance de West Ham. Et il vient de marquer un but ce week-end. Donc 7 buts et 8 passes décisives cette saison alors qu'il joue milieu de terrain. Donc oui, c'est des stats vraiment pas mal pour Declan Rice. On va parler de Manchester City qui joue contre Wolverhampton. Eux aussi, ils ont fait qu'une bouchée de leur adversaire. 5-1, ils ont gagné Manchester City. Donc Alvarez, buteur, mais surtout un quadruplé de Erling Haaland. Donc voilà, match. Alors, donc en gros, ça a été un festival de buts. Donc 20 tirs, 12 tirs cadrés, 5 buts marqués. Donc voilà, bon, l'équipe de Wolverhampton, les gars, c'est seulement 2 tirs dans le match. Une frappe cadrée qu'ils ont réussi à marquer. Mais voilà, le match a été totalement à sens unique pour Manchester City. Il quadruplé en 54 minutes quand même pour Erling Haaland. Son 25e but en Première Ligue cette saison. Il est bien évidemment le meilleur buteur du championnat anglais, Erling Haaland. Donc voilà, festival de buts pour l'attaquant norvégien. Et voilà, la note qu'il a obtenue, je ne sais pas pourquoi il n'obtient pas une note de 10 sur 10. Tu marques 4 buts dans le match. Pourquoi tu as 9.7 sur 10 ? 4 buts, les gars, tu as 10 sur 10, je sais pas. Bon, tu peux faire toujours mieux, tu peux marquer 5-6 buts, bien sûr, mais voilà, 4 buts dans un match, les gars, de Première Ligue, bien sûr, normalement, c'est la note, on peut dire, ultime. Et Erling Haaland répond à Roy Keane, les gars, qu'il avait qualifié de joueur de Ligue 2, de Championship, de joueur, on va dire, pas bon. En gros, dans le jeu, il a dit, je m'en fiche de cet homme, voilà ce qu'il a pu dire Erling Haaland par rapport à Roy Keane, qu'il avait critiqué il y a quelques jours. Et du coup, vu que là, maintenant, on sait que Liverpool est complètement décroché pour remporter le championnat, donc ça joue entre ces deux équipes. Donc pour l'instant, en tête avec ces deux équipes, donc Arsenal 83 points, 1 point de plus sur City, mais City a un match en plus à jouer. Donc Arsenal, il ne reste plus que 2 matchs à jouer, les gars. Donc Manchester United, un déplacement et la réception de Everton, les 2 derniers matchs pour eux. Et concernant l'équipe de City, Fulham, Tottenham et West Ham. Donc avec 2 matchs à l'extérieur, pour City, un match à domicile, ce sera West Ham lors de l'ultime journée. On peut voir la différence de but qui peut être importante, on ne sait pas comment ça peut se passer. Imaginez City, les gars, fait un nul lors du match contre Fulham. Et ben voilà, ça peut être au même nombre de points. Après, ça sera la différence de but. Puis différence de but, les gars, ce serait plutôt Arsenal qui serait devant Manchester City. On verra, mais voilà, si City gagne ses 3 derniers matchs, ils seront sacrés champions d'Angleterre. Et concernant Arsenal, les gars, on peut voir 83 points. Les Gunners, donc Arsenal, cette saison en Première Ligue, c'est 83 points après 36 journées. C'est le meilleur total des Gunners à ce stade de la compétition depuis la saison 2003-2004 où ils avaient été champions, plus champions, sans perdre le moindre match. Ils avaient fait une saison invaincue. On les appelait les invincibles. Donc voilà, ils avaient eu le même nombre de points, mais ils avaient gagné le championnat que là. Ils ont le même nombre de points, mais ils n'ont pas le destin entre leurs mains pour gagner, bien sûr, le championnat anglais. On continue, on va parler maintenant d'une très belle affiche. C'est entre Liverpool et Tottenham. Donc Liverpool, malgré ils sont décrochés pour remporter le championnat, ça leur fait du bien parce que les derniers résultats, les gars, c'était une catastrophe. Ils ont gagné 4-2 contre Tottenham. Donc Salah, Robertson, Gakpo et Harvey Elliott ont été les 4 buteurs côté Liverpool contre un but de Richarlison et Hugminson côté Tottenham. Donc belle victoire de Liverpool. Voilà, les statistiques, rien à dire. Ils ont tout double, à part peut-être la possession qui est plutôt Tottenham. Mais voilà, double de tir cadré. Donc logiquement, Liverpool s'est imposé. Et on va parler de Mohamed Salah parce que ça va lui faire du bien. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué le moindre but du côté, de Liverpool. Et premier but en 5 matchs de Première Ligue pour lui. Ça qui restait sur 5 matchs sans marquer, c'est plutôt rare on peut dire pour Salah. Et premier but en jeu ouvert lors des 9 derniers matchs, parce que le dernier coup qu'il avait marqué c'était sur penalty. Donc voilà, il y a 5 matchs, mais le dernier coup qu'il a marqué dans le jeu, il fallait remonter à 9 matchs précédents en Première Ligue. Donc ça, il a marqué dans le jeu, on peut dire Salah. Donc ça lui fait du bien, bien sûr, ce but inscrit. En plus, c'était le but du 1-0 pour cette belle victoire de Liverpool. Mais bon, Salah, les gars, cette saison, il monte son total à 18 buts et 10 passes décisives. Donc voilà, Salah rejoint Wayne Rooney et être les seuls footballeurs de Première Ligue dans l'histoire à avoir au moins eu 10 buts et 10 passes D au cours de 5 saisons différentes. Parce qu'il a marqué aussi délivré une passe D. Bon, je ne sais pas pour quel but. Pour Robertson, Gakpo, Harvey Elliott, je ne sais pas. Il a fait quelle passe D. Passeur D pour quel buteur. Mais voilà, il a fait un but et une passe D lors de ce match. Donc voilà, les deux joueurs là, déjà 5 saisons différentes où ils ont fait le double 10. 10 buts et 10 passes D. Donc félicitations bien sûr à Mohamed Salah. On va parler de Harvey Elliott. Donc il est entré en jeu. Il a commencé remplaçant quelques minutes après son entrée en jeu, les gars.
passe D pour Gakpo. Et 9 minutes après, il te marque un magnifique but, les gars. Donc il est là, on peut le voir au rouge. Il envoie une frappe, regardez, hein, en haut à droite où elle va, en plein dans l'équerre. Enfin, équerre, but, hein, vraiment but, magnifique but. Et du coup, voilà, on peut voir que Jürgen Klopp était bien sûr très content de Harvey Elliott. Et côté Tottenham, donc catastrophique à la fin de saison. Et Tottenham voit la Ligue des Champions s'éloigner pour la saison prochaine. Les 4 derniers matchs des Spurs, voilà. Regardez, c'est que des défaites. Hein. Bon, c'est vrai que c'est des gros, hein. Newcastle, Arsenal, Chelsea, Liverpool, mais ils font que de perdre. Mais pas que Tottenham, les gars, lors des 10 premiers matchs de Première Ligue cette saison, ils étaient invaincus. Hein. C'était même premier de la Première Ligue. Puis après, je savais, hein, je vous l'avais dit même au début de saison, c'est une équipe, les gars, qui ne sera pas régulière, qui ne va pas jouer le titre parce qu'il y a un moment où ils vont flancher dans la saison. Regardez, ils flanchent en toute fin de saison. Cette équipe de Tottenham qui est en train de tout perdre parce qu'ils pouvaient jouer la LDC. Puis là, vraiment, ils sont en train de descendre dans ce championnat. 12 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Ça fait beaucoup, bien sûr, pour cette équipe. Et depuis octobre-novembre 2004, Tottenham n'avait plus jamais enchaîné 4 défaites consécutives en Première Ligue. On va les faire remonter à plus de 20 ans pour voir les Spurs enchaîner 4 défaites d'affilée en PL. N'oubliez pas qu'ils vont jouer dans quelques jours, les gars, contre Manchester City. Donc voilà, très compliqué cette fin de saison pour Tottenham. On va parler de Chelsea qui jouait contre West Ham. C'était un derby et Chelsea a fait qu'une bouchée, on peut dire, de West Ham. 5-0 de Cole Palmer, qui fête aujourd'hui ses 22 ans, a été buteur. Gallagher a été buteur. Madueke a été buteur. Et Nico Jackson a inscrit le doublé. Donc voilà, 5-0, rien à dire. Manita, 25 tirs, 14 tirs cadrés pour l'équipe de Chelsea. Et 5 buts inscrits. Donc West Ham, ils n'ont pas vu le jour. Et on va pas Nicolas Jackson parce qu'il a fait un gros match. Donc décisif sur 3 des 5 buts de son équipe. Donc 2 buts et une passe D pour l'attaquant sénégalais. Donc gros match de sa part. Et cette saison, toute compétition confondue, c'est pas mal. Il monte au total à 16 buts et 6 passes décisives pour l'ancien joueur de Villarreal. Cole Palmer, encore buteur. Il a marqué, bien évidemment, lors de cette victoire 5-0. Donc ses stats cette saison en Première Ligue, 21 buts, donc 30 matchs, 21 buts et 9 passes D. Donc voilà qu'il est deuxième meilleur buteur. Derrière Haaland qui a 25 buts, donc lui 21 buts inscrits du côté de la Première Ligue. Donc là, c'est en Première Ligue et si on rajoute bien sûr les autres compétitions, bon pas européennes vu qu'il n'y a pas eu de Coupe d'Europe pour Chelsea, mais par exemple la FA Cup ou même la Carabao Cup, vous avez atteint la finale, l'équipe de Chelsea, donc 43 matchs, 26 buts et 13 passes décisives. Oui bien sûr, peut-être certainement le meilleur joueur de Chelsea cette saison. Et les meilleurs buteurs à Stamford Bridge sur une saison de Première Ligue, Cole Palmer égale Frank Lampard et Didier Drogba qui étaient les deux recordman avec 16 buts inscrits sur une saison à domicile. Lui pareil, les gars, on parle en Première Ligue, en championnat à domicile, lui aussi vient d'inscrire son 16e but. Donc je crois qu'il reste encore un match à domicile pour l'équipe de Chelsea. Donc voilà, en gros, s'il marque lors de ce prochain match à domicile, il sera le meilleur buteur sur une saison de Première Ligue à domicile. Cole Palmer, c'est très fort ce qu'il réalise à 22 ans, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est son anniv. Les notes et les joueurs décisifs, on peut voir bien sûr, tout le monde a des belles notes, tout le monde a été décisif, à part peut-être Mudryk, les gars, parce que même Caicedo, il a fait une passe D, Madueke, buteur, passeur D, Palmer, buteur, Nico Jackson, double buteur et passeur D, donc il y a seulement Mudryk, les gars, qui n'a pas été décisif, mais il a obtenu aussi une belle note, 7.2, bon, moins que ses autres, vu qu'il n'a pas été décisif. A noter que Christopher Nkunku, lors de ce match Chelsea-West Ham, il a joué la fin de match, en gros, il a rejoué avec Chelsea à 10 jours de la liste de Deschamps. La liste de Deschamps, les gars, c'est le 16, on est le 6, c'est jeudi prochain, pas le jeudi là, le d'après, qui dévoilera sa liste des 26 joueurs. Et voilà, Nkunku, on pense qu'il a envie de jouer l'Euro, bien sûr. Donc là, il a rejoué ce match hier. S'il joue peut-être le prochain, peut-être pour être la surprise d'échange, je ne sais pas, parce que cette saison, quand même, il a très peu joué. Il a été beaucoup blessé. Christopher Nkunku. Et côté West Ham, qui a pris quand même un 5-0. Donc si on voit les notes des joueurs de West Ham, donc la défense, les gars, catastrophe, que du rouge. On peut voir un joueur, les gars, qui en vert, moi, mais qui a eu une note de 8.6. Pourtant, ils ont pris 5-0. Ils n'ont pas marqué. Il obtient une note de 8.6. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un gros match, les gars. Malgré que son équipe a pris un 5-0, malgré qu'ils n'ont pas marqué, lui, il a obtenu une belle note. Et surtout, les gars, il a réalisé quand même 13 dribbles réussis sur 15 tentés. C'est énorme. Donc, c'est le plus gros nombre de dribbles réussis sur un match de Première Ligue cette saison. Il a fait énormément de mal à l'équipe de Chelsea, mais ses coéquipiers autour de lui n'ont pas été à la hauteur. Donc, voilà, 13 dribbles réussis sur 15. C'est quand même énorme le match de Mohamed Kudus. Il y a des chances de le voir ailleurs quand même l'été prochain. Il y avait un Brighton Aston Villa également ce week-end. Brighton s'est imposé 1-0. Pedro a été buteur sur un penalty qu'il n'a pas marqué. Bon, je pense qu'il a marqué dans la foulée parce que c'est la même minute. Bon voilà, Aston Villa, les gars, concède la défaite. Bon après voilà, Brighton, il n'y a rien à dire. Mérite totalement sa victoire. Aston Villa prépare mal son déplacement à l'Olympiakos. Ils avaient perdu 4-2 en Europa Conference League il y a quelques jours. Il se déplace en Grèce.
Voilà, ils n'ont pas existé dans ce match qu'ils ont perdu. Il y avait aussi un Burnley-Newcastle. Un Newcastle s'est imposé sans souci 4-1 du côté de Burnley. Et du coup, tous les résultats de cette première ligue. Donc, j'ai parlé des plus grosses équipes. À noter que ce soir, Crystal Palace contre Manchester United. On va juste parler d'un match. Sheffield United contre Nottingham. Et Sheffield, qui est déjà relégué en deuxième division, a perdu à 3. Et Sheffield est la première équipe de l'histoire de la première ligue à encaisser plus de 100 buts en championnat. Sur une même saison, il leur reste encore 2 matchs à jouer. Ils viennent de prendre la barre des 100 buts concédés. Ils prennent que des branlés, on peut dire. Donc là, ils en ont encore pris 3. Donc jamais une équipe avait pris 100 buts en une saison de première ligue. En gros, il leur reste encore 2 matchs à jouer. Donc on pourrait peut-être atteindre des 105, 106 s'ils prennent encore 3 ou 4 buts lors des 2 derniers matchs. Et concernant Manchester United qui joue ce soir à Crystal Palace, donc hécatombe du côté des Red Devils parce que regardez, tous ces joueurs sont blessés. Le dernier en date, Harry Maguire, les gars, sera absent 3 semaines pour une blessure musculaire. Donc 3 semaines, on peut dire fin de saison. Donc il reste plus que 2 matchs à jouer. Enfin 3 avec le match de ce soir. Donc fin de saison pour Harry Maguire. Et regardez, tous ces joueurs-là sont blessés du côté de Manchester qui se déplacent du côté de Palace ce soir. Le classement de cette première ligue, donc on a parlé des 2 premiers bien sûr. Donc après, décrocher Liverpool. Liverpool n'est plus dans la lutte. Ce serait un miracle bien sûr qui gagne. Donc Aston Villa, après il y a la 4ème place qui est très importante. Mais Tottenham qui s'est incliné. Malgré qu'aussi Aston Villa s'est incliné, Aston Villa pour l'instant c'est eux qui joueraient la Ligue des Champions et Tottenham jouerait l'Europa League. Donc Newcastle-Chelsea revient un petit peu dans ce classement, peut-être accrocher cette 7ème place, je crois qu'elle est qualificative pour l'Europa Conference League. Au moins Chelsea pourrait éviter encore une saison sans coupe européenne. Donc à noter que Manchester United, s'il gagne ce soir, repassera devant Chelsea. Par rapport à cette 7ème place bien sûr, qui va être tant convoitée par Chelsea et par Manchester United. Et toujours en Angleterre, on va parler aussi de la 2e division parce qu'après Leicester, on savait que c'était officiel qui monte en première ligue. C'est la 2e équipe, les gars, et c'est officiel, c'est Ipswich est promu en première ligue pour la première fois depuis 22 ans. Donc cette équipe, les gars, monte la saison prochaine en première ligue. À noter, les gars, ils ont fait monter sur montée parce qu'ils évoluaient en 3e division la saison dernière. Donc 3e division, là ils sont montés en Championship et ils finissent 2e, c'est sûr. Et ils montent en première ligue. Donc 2 montées donc la saison prochaine en première ligue. 22 ans qu'ils attendaient ça. Donc ils sont imposés 2-0 ce week-end. Donc félicitations à cette équipe de Ipswich. Maintenant l'objectif la saison prochaine ça sera de se maintenir. Mais 22 ans après, ils retrouvent on peut dire la première ligue. Et toujours avec le championnat anglais mais version filles. Parce que là aussi il y avait un gros match ce week-end. City, Arsenal. Donc c'est les filles bien sûr. Et Arsenal s'est imposé 2-1. Donc City menait quand même 1-0 jusqu'à la 88e minute de jeu. Donc Arsenal est 89e et 92e minutes de jeu, donc Blackstenius, donc la joueuse là, a marqué le doublé. Et le classement, parce que City est en tête, les gars, donc Arsenal, je crois, il devait être 3e, et Chelsea est juste derrière. Et Chelsea, les gars, un match en retard, et si Chelsea s'impose, les gars, repassera devant City par rapport à qui gagnera le championnat de Première Ligue version féminine. On quitte nous l'Angleterre maintenant direction la Liga et on commence avec cette affiche Girona-Barcelone. Donc c'était défaite interdite pour le FC Barcelone et il y a eu défaite. C'est fou, une défaite 4-2 contre Girona. Ça a été le même score au match aller. Quand même le Barça, les gars, a pris 8 buts contre Girona. Aller-retour cette saison. Donc voilà, pourtant ça a bien démarré pour le Barça qui menait 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. Ils ont encaissé le but juste après dans la foulée. 20 secondes après, ils sont déjà fait égaliser. Puis après, ils ont remis le 2-1 le Barça, mais ils n'ont pas réussi à tenir le match. Après Portu, Gutiérrez et Portu de nouveau. Donc 4-2 pour Girona. Incroyable quand même cette équipe. Donc les statistiques de la partie, ça a été serré, 7 tirs cadrés pour les 2 équipes, mais c'est bien Girona qui a été plus efficace que le FC Barcelone. Et officiel, on va parler tout d'abord de Girona parce qu'on tient à les féliciter. Girona se qualifie en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Ils sont sûrs de finir dans le top 4 et sûrs d'accrocher une place en Ligue des Champions. Donc incroyable, ils visaient le maintien. Et ils vont jouer la Champions League. Première fois qu'ils jouent une Coupe d'Europe et première fois ils vont jouer directement la plus belle, la Champions League. Voilà, ce merveilleux sport offre la possibilité de réaliser tous ses rêves avec ce supporter de Girona avec une trophée de la Ligue des Champions, on peut dire. Donc voilà, qui joueront bien sûr la saison prochaine. Donc incroyable, bien sûr, c'est mérité au vu de la saison qu'ils sont en train de réaliser. On va parler de leur attaquant Dobvik, les gars, ce joueur ukrainien. Donc il a encore été buteur. Donc buteur dans la foulée après le but de Christensen. Un beau but en plus de Christensen, bref. Donc il vient de marquer son 20e but de la saison. C'est bien évidemment lui le meilleur buteur du côté du championnat espagnol. 20 buts, on peut rajouter aussi 5 passes D en 32 matchs disputés du côté de l'équipe de Girona. On va parler aussi de Portu, les gars, sacré entrée en jeu. Il entre en jeu à la 65e minute de jeu. C'est simple, dans la foulée, quelques secondes après, il est buteur. Ensuite, 2 minutes après, il est passeur. Et 10 minutes après son entrée, les gars,
double buteur. Donc voilà, en 10 minutes après son entrée, il a marqué 2 buts, une passe D. Il a fait tellement de mal au FC Barcelone. Et côté Barça, parce que là c'est une fin de saison en roue libre totale, et là le Barça est en train de quasiment tout perdre, hein, parce que là on arrive sur la fin de saison, le Barça n'est plus deuxième, mais troisième, hein, et il ne pourrait ne pas jouer la Super Coupe d'Espagne. Vous savez, la Super Coupe d'Espagne, où il y a déjà le Real qui est qualifié, où il y a les deux finalistes de la Coupe du Roi, donc Bilbao et Mallorca. Il y aura le deuxième aussi, la Liga, qui sera dans cette compétition. Et le Barça, actuellement, est troisième, donc il faudrait repasser devant Gérone. Mais bon, ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre hier, donc ça sent pas bon, hein, pour le Barça. Il a dit lors des 4 matchs contre le Real et Girona cette saison, nous avons été supérieurs, hein, mais cela n'apparaît pas sur le tableau d'affichage, c'est notre erreur. Bon là, il est un petit peu... il est un petit peu mauvaise, on peut dire, parce que il dit que les 4 matchs qu'il a perdus, les 2 lors des Clasico, les 2 contre Gérone, à chaque fois son équipe du Barça était au-dessus, hein, regardez. Mais bon, le problème c'est que à chaque fois il défaite, les gars. Voilà, donc le Barça a perdu 4-2 et 4-2 contre Gérone. N'oubliez pas que le Real, les gars, a infligé 2 défaites à Gérone, hein, un 3-0 et un 4-0. Donc le Real, ils ont mis un 7-0 cumulé à Gérone, alors que le Barça, ils ont pris un 8 buts concédés. Donc voilà la différence. Après, ça se ressent à la fin du championnat, bien sûr, avec le titre, hein, de champion du Real. Et prolonger Xavi au FC Barcelone, était-ce la meilleure solution pour le club blaugrana? On ne sait pas, mais on sait qu'il est revenu sur sa décision. Il est resté Xavi. Il y a des supporters qui étaient contents, il y a des supporters qui n'étaient pas du tout contents. Est-ce que c'était la bonne décision? J'en sais rien. Bon, là, la fin de saison est en roue libre totale. On verra la saison prochaine, mais voilà, je ne sais pas si c'était la meilleure solution, j'en sais rien. Donc voilà, surtout après encore cette défaite, hein, du Barça hier. Et Gérone libère quand même le Real Madrid, parce que le Real Madrid, avec cette défaite, parce que en gros le Barça ne devait pas s'imposer. S'il y avait nul ou victoire de Gérone et que le Real Madrid s'imposait, ils étaient champions d'Espagne. Le Real Madrid s'est imposé quelques heures avant le match du Barça. 3-0 contre Cadiz, hein, Diaz, Bellingham, Joselu, dans un 11 très remanié. Courtois par exemple a joué. Courtois, ça fait plus de 300 jours qu'il n'avait pas joué. Il a joué. Donc tous les titulaires du match contre le Bayern étaient remplaçants. Donc voilà, pour Bellingham, il est rentré en jeu, 68e minute de jeu, il a marqué dans la foulée. Donc voilà pourquoi il a été buteur, Bellingham. Donc mais bon, il a commencé sur le banc, donc voilà, 3-0, donc les statistiques en faveur totale bien sûr du Real Madrid. Et le Real, avec la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de Gérone 4-2, hein, le Real Madrid est officiellement champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire, 36 titres de Liga pour le Real Madrid. Félicitations, hein. Donc on s'en doutait, on se demandait quand ça allait être officiel. Ça y est, ça a été officiel avant-hier, samedi, hein. Donc 36 trophées pour le Real Madrid de la Liga, et le deuxième club le plus titré, c'est le Barça. On peut voir l'écart, hein, sur un classement relief, les gars. Donc 27 titres pour le Barça et 36 pour le Real Madrid. Donc la domination du Real Madrid en Liga, un total, hein, sur le FC Barcelone. Donc le Real, les gars, rejoint l'équipe de la Juventus Turin par rapport aux 5 gros championnats européens, ceux qui ont remporté le plus de championnats. La Juve était à 36 trophées du côté, enfin il reste à 36 trophées. En Italie, le Real Madrid 36 trophées également. Après on peut voir le Bayern, 33 trophées en Allemagne, ou le Barça 27 trophées. Donc voilà, le Real revient sur la Juventus Turin. Et c'est vrai que cette saison n'est pas encore finie à côté Real Madrid, parce qu'il y a déjà eu la Super Coupe d'Espagne remportée en janvier dernier, la Liga remportée ce week-end. Il reste un autre trophée, hein, parce que voilà, ils peuvent aller la chercher, la 15e Ligue des Champions, peut-être un nouveau trophée de la LDC pour le Real, et peut-être pour Carlo Ancelotti. C'est qu'Ancelotti, les gars, si on revient sur les championnats, il a remporté quand même son 6e gros championnat. Il a remporté une série avec l'AC Milan, une Première Ligue avec Chelsea, une Ligue 1 avec le PSG, une Bundesliga avec le Bayern et 2 fois la Liga. Donc il a remporté, le seul entraîneur de l'histoire du football à remporter les 5 gros championnats européens. Donc même 2 fois le championnat espagnol. Donc incroyable, bien sûr, un Carlo Ancelotti. Et c'est vrai que les gars, si on regarde son palmarès, bon, je vais pas tout citer, mais voilà, vous regardez, une Ligue 1, voilà, une Super Coupe, 4 fois la Ligue des Champions, peut-être une 5e LDC en fin de saison. Donc oui, le palmarès est incroyable, hein, pour Carlo Ancelotti. On va parler de ce joueur aussi qui a un palmarès fou, les gars, c'est Luka Modric, hein, qui est devenu tout d'abord hier, c'était samedi, hein, le plus vieux joueur à porter le maillot du Real Madrid en Liga à l'âge de 38 ans et 238 jours. Hein. Donc il surpasse le record de Ferenc Puskás, 38 ans et 233 jours, hein, qui remontait au 21 novembre 1965. Pour montrer aussi ça, c'est quand même incroyable, hein, ce qu'a fait Luka Modric, de porter le Real Madrid à un âge aussi élevé, on peut dire, jamais c'est arrivé, hein, du côté du Real. Et Luka Modric, qui est arrivé au club comme en 2013, il remporte de nouveau un trophée, il vient de remporter son 25e trophée du côté du Real Madrid et rejoint Marcelo Benzema au classement des Madrilènes les plus titrés. Voilà les 3 joueurs les plus titrés de l'histoire du Real: Modric, Benzema, Marcelo.
Donc c'est fou, hein. Donc tout un sabbat là, quand on sait qu'il a été élu en 2013 pire transfert de la Liga par le journal Marca, parce qu'il avait quitté Tottenham pour rejoindre le Real. Et dans le journal Marca, ils avaient dit que c'était le pire transfert du Real et en gros qu'il n'avait rien apporté au Real. Si on fait le bilan 11 ans après, les gars, incroyable, un 25e trophée du côté du Real pour Luka Modric, hein. Donc voilà, c'est 25 trophées, on peut voir là sur cette image, donc 5 Ligues des Champions quand même, hein, pour Luka Modric, hein. Et Modric les gars et Nacho, parce que 25e aussi trophée, hein, pour Nacho les gars, donc ils reviennent sur les deux là. Donc il pourrait même les dépasser les deux en cas de victoire en Ligue des Champions. Bah voilà, Nacho et Modric, hein, seraient les deux joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid avec 26 trophées. Donc les deux en bas, là, Marcelo et Benzema sont à 25 trophées. On va parler de ce joueur. Bon, on n'est pas encore à 25 trophées du côté du Real, mais il commence à avoir un sacré palmarès, hein, c'est Vini, une de plus, hein. Donc Vini fête son titre de champion ce soir. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte, sur ses réseaux sociaux, hein. Et le chambrage de Vini à Ronald Araujo, hein, sur X. Donc Araujo, c'est le défenseur du Barça. Donc le défenseur barcelonais indiquait que le Barça était entré dans une nouvelle ère après leur victoire en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid la saison dernière. C'était en janvier 2023 où le Barça avait battu le Real en finale. Ils avaient dit que voilà, une nouvelle ère, hein, du côté du Barça avec plein de trophées gagnés. Donc il a mis ça, la nouvelle ère, pour envoyer un petit pic par rapport à Rojo, ce qu'avait dit l'année dernière, avec bien sûr du côté du Real la nouvelle génération. Bah regardez, hein, tout ce qu'ils ont remporté du côté du Real. Cette génération, tu en peut parler de Toni Kroos, les gars, lui c'est fou, hein. Bon, je vais pas te citer aussi tout ce qu'il a remporté, mais c'est quand même incroyable. Des coupes du monde, des clubs, hein, bien sûr, plusieurs Ligues des Champions, même 5, hein, une Coupe du Monde avec l'Allemagne, donc il a tout raflé, bien sûr. Toni Kroos, pareil, hein, du côté des joueurs français, les gars, Camavinga à 21 ans, regardez déjà le palmarès de Camavinga, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Espagne, la Ligue des Champions, une Ligue des Nations, une Coupe de France, une Super Coupe d'Europe. Incroyable, bien sûr, hein. La même chose les gars pour Tchouaméni, en 2 ans passé du côté du Real, il a déjà son 5e trophée du côté du Real, la première fois qu'il remporte un championnat. Donc le championnat de Liga. Bellingham aussi, première saison du côté du Real, 22 buts, 10 passes D, le trophée Copa. Donc la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Bon, pour l'instant en demi-finale retour, mais ils peuvent potentiellement aller chercher une finale et pourquoi pas une nouvelle victoire, hein. Arda Güler aussi, première fois les gars qui jouent, hein, du côté du Real. Et déjà premier trophée pour lui, une Liga. Dernier joueur turc à avoir remporté la Liga, c'est Arda Turan avec l'équipe de l'Atlético Madrid. Et on va parler aussi de Pérez, hein, le président, et record pour Pérez est désormais le président avec le plus de trophées dans l'histoire du Real Madrid. 34 trophées pour Pérez, hein, en tant que président. C'est un record du côté de l'équipe madrilène. Et on peut voir que le Barça a quand même le beau message, hein, du FC Barcelone, hein, sur leur Twitter officiel. On peut voir, donc congratulations, en gros, félicitations au Real Madrid pour cette victoire, on peut dire, par rapport au championnat, hein, même s'il y a beaucoup de rivalité. Voilà, le Barça a félicité le Real par rapport à ce titre de Liga. Et on peut voir que le Real a également félicité le Barça par rapport au titre de Liga des filles, hein, parce que on peut avoir le respect comme entre les deux clubs, entre le Barça et le Real, malgré la rivalité qu'ils ont, parce que les deux sont félicités par rapport au titre, hein, parce que le Barça féminin a remporté la Liga, la Liga féminine où elles écrasent tout, hein. Elles viennent de remporter quand même le 5e championnat d'affilée, hein, les joueuses du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur cette rencontre, hein. On continue toujours avec la Liga. Il y avait l'Atlético Madrid contre Mallorca, victoire 1-0 de l'Atlético Madrid. Riquelme, sur l'image les gars, a marqué un but au bout de 5 minutes de jeu. Après ils ont su garder ce résultat, une victoire 1-0 pour l'Atlético Madrid. Les statistiques de la partie, tous les résultats, bon je parlais des plus grosses affiches bien sûr, hein, le Real, Girone, Barça, même l'Atlético est au classement. Donc le Real, ça y est, champion, hein. Il reste plus que 4 matchs à jouer, hein, mais le Real c'est sûr de finir en tête, hein. Donc Girone, un point d'avance sur le Barça. Je dis cette deuxième place est très importante. Donc voilà, le Barça n'a plus son destin entre les mains. Donc il faudrait que Girone fasse un faux pas, que le Barça gagne tout pour que le Barça repasse deuxième et joue cette super coupe d'Espagne en janvier 2025, hein, bien sûr. Et l'Atlético 4e, donc n'oubliez pas, les 4 premiers sont en Ligue des Champions. Donc ça semble très bon pour l'Atlético, parce que Bilbao est décroché quand même avec 6 points de retard, alors qu'il reste plus que 12 points donnés sur cette fin de saison. On bascule les gars en Italie maintenant, Serie A, Sassuolo contre l'Inter champion, hein. Et là ils ont perdu 1-0, l'Inter Milan contre Sassuolo. Loriente, l'unique buteur du match, hein, donc félicitations à Sassuolo, hein. Bon, ils ont été dominés, hein, l'Inter, bon, ils ont fait 14 tirs, l'Inter, une frappe cadrée seulement. C'est délicat, hein. Si tu envoies 13 tirs hors cadre, hein, tu ne peux pas marquer, voilà, tu n'as pas marqué en gros. Donc victoire de Sassuolo, et c'est fou les gars, l'Inter a perdu 2 matchs cette saison, les 2 fois contre Sassuolo. Au match aller les gars, Sassuolo s'était imposé 2-1 à l'Inter Milan, hein. Et match retour 1-0. Donc voilà, 2 défaites pour l'Inter cette saison alors qu'ils sont déjà champions, contre cette équipe qui est quand même 19e sur 20. Ils sont avant-derniers du championnat, ils ont battu 2 fois l'Inter Milan. Voilà,
la bête noire, on peut dire, cette équipe de Sassuolo pour l'Inter Milan. Et on va parler de ce joueur, l'unique buteur du match, Arnaud Loriente, s'offre un gros sprint final pour tenter de maintenir Sassuolo en Serie A, vu que j'ai dit son 19e. Le Français a inscrit 4 buts sur ses 4 derniers matchs avec un doublé face à l'AC Milan et un but donc ce week-end face à l'Inter Milan. On va parler de l'AC Milan contre le Genoa, c'était l'AC Milan deuxième du championnat. Donc 3 partout, donc on peut voir tous les buteurs. À noter que Giroud a inscrit un but. Donc voilà, ils ont dominé l'Inter, les gars. À l'Inter, 26 tirs, mais 3 buts. Genoa, les gars, c'est seulement 6 tirs dans le match. 2 tirs cadrés, ils ont marqué 3 buts. Dommage pour l'AC Milan, il y avait moyen de prendre 3 points. Et Giroud qui a été buteur, il a marqué quand même son 14e but de la saison, l'attaquant français. Et côté AC Milan, donc là c'est vraiment une fin de saison, roue libre totale. Bon, ils ne vont pas remporter le championnat parce que c'est officiel pour l'Inter. Et l'AC Milan il reste sur une série de 6 matchs sans victoire et n'a plus gagné depuis le 6 avril dernier. On est quand même le 6 mai, ça fait un mois jour pour jour qu'ils n'ont pas gagné le moindre match. C'était face à l'EC. Depuis les gars, c'est ces 6 rencontres là, 3 nuls, 3 défaites, 0 victoire. Vivement la saison prochaine. Donc l'homme là, Pioli les gars, sur l'image, il va être licencié les gars, il devra aller du côté de Naples et un nouveau coach va débarquer du côté de l'AC Milan. Et la Curva Sud, les supporters milanais ont boycotté le match du jour de l'AC Milan et protestent contre l'administration qui détient le club. Les supporters ont laissé la tribune vide pour les 10 dernières minutes du match face au Genoa en laissant une banderole, le son du silence. Voilà, les 10 dernières minutes ils ont pu chanter pour protester contre l'administration qui détient le club et par rapport aux derniers résultats qui ne sont pas bons, preuve à l'appui. Il y a une belle affiche à AS Roma, Juventus Turin, un partout. Lukaku et Bremer ont été les 2 buteurs de la rencontre, 2 buts inscrits dans la première demi-heure de jeu, donc ça fait les affaires, je sais pas, donc une équipe, alors c'est rien, mais voilà, partage des points. Et Monza Lazio, 2 partout, match nul également. Notez qu'Immobilier a été de nouveau buteur à côté. Lazio de Rome, les statistiques de la partie, tous les résultats. Notez que ce soir il reste encore 2 matchs. Salernitana qui est déjà relégué en deuxième division reçoit Bergame. Je ne comprends pas que Bergame joue lundi, enfin ce soir, alors qu'ils ont un match jeudi en Europa League contre l'OM. Ils auraient pu jouer hier pour avoir un peu plus de temps de repos. Je sais pas, bref. Et Naples se déplace à Udinese. Donc ce soir à 20h45, le classement. Donc l'Inter, Milan, Juve, Bologne. A noter que la 5e place, même là c'est en bleu, elle sera en verte parce que la 5e place sera bien évidemment qualificative pour la Champions League. Donc voilà, la lutte entre l'AS Roma et Bergame. Donc c'est pour ça que Bergame ce soir, ils ont 2 matchs retard sur l'AS Roma qui est 5e et ils doivent s'imposer ce soir pour essayer de garder cette 5e place qualificative pour la future LDC. Et on finit bien sûr avec le championnat allemand et on commence avec le leader, l'équipe invaincue, le Bayer Leverkusen se déplace à Francfort et Leverkusen, c'est quand même incroyable, 5-1 les gars, ils ont gagné Xhaka, Tchik, Palacio, Frimpong et Boniface, voilà, que des buteurs différents et 5-1, Hugo Ekitike a été buteur côté Francfort, donc 6 tirs efficaces, mais c'est incroyable, 6 tirs cadrés, ils ont marqué 5 buts les gars, 5 buts inscrits sur leurs 6 tirs cadrés pour l'équipe de Leverkusen et du coup ils sont à 48 matchs chaque week-end, les gars, on en reparle les gars, ils enchaînent un match de plus sans perdre, 48 matchs de suite, 40 victoires, 8 matchs nuls, 0 défaite depuis le début de saison. C'est la première fois de l'histoire qu'un club du top 5 européen réussit cette performance. Voilà, que des V. Le V en or, donc le V du titre de Liga. Et là, les 2 derniers matchs victoire, l'AS Roma, puis là, hier, du côté de Francfort. Donc, il prépare très bien la réception de l'AS Roma pour la demi-finale retour de l'Europa League jeudi. Et Leverkusen actuellement au même niveau que Benfica. 48 matchs d'affilée sans perdre. Donc Benfica ça monte de 63-65 les années. Vous avez enchaîné 48 matchs sans défaite. Donc là les Leverkusen s'ils ne perdent pas leur prochain match, ils seront seuls en tête par rapport à l'équipe qui a enchaîné autant de matchs sans perdre. Donc incroyable cette équipe allemande du Bayer Leverkusen. Et Frimpong les gars réalise encore, il a marqué bien sûr, pourtant il joue défenseur droit. Et ses stats 43 matchs, 14 buts et 11 passes D pour Jérémy Frimpong. Les stats sont folles pour lui. Et Hugo Ekitike a été buteur côté Francfort et ses 11 premiers matchs de la saison, 0 but. Et là sur ses 3 derniers matchs, il a marqué 3 buts, dont un but contre l'équipe du Bayer Leverkusen, contre le Bayern et contre Augsbourg. C'est simple en gros, contre les 3 premiers du championnat, Leverkusen premier, Bayern Munich deuxième et Augsbourg troisième, à chaque fois il a marqué un but. Mais contre les petites équipes, il n'arrive pas à marquer. Donc voilà, on lui souhaite encore bonne chance pour l'ancien parisien. Il y a une belle affiche entre Stuttgart 3e et le Bayern Munich 2e et le Bayern en roue libre total. Bon après peut-être ils ont préparé totalement focus 100% sur le match de LDC après-demain contre le Real parce qu'ils savent que le titre de Bundesliga n'est plus possible. Donc bref, ils ont perdu 3-1 les gars. Donc notez que Silas a été buteur, Harry Kane a été buteur côté Bayern Munich mais ça n'a pas suffi. 24 tirs, 11 tirs cadrés quand même pour Stuttgart face au Bayern Munich. Harry Kane, buteur, et il a marqué quand même son 44e but de la saison, toutes compétitions confondues.
Donc il devançait Mbappé 43 buts. Donc là par rapport au soulier d'or, ça a joué entre Harry Kane et Kylian Mbappé. Et à noter les gars sur ce match, donc Rafael Guerreiro est sorti sur blessure. Donc en gros, tout simplement, il est forfait pour le match contre le Real Madrid après-demain. On continue avec Dortmund, un futur adversaire du Paris Saint-Germain face à Augsbourg. Victoire 5-1 de Dortmund avec un but de Moukoko, même doublé de Moukoko, Malen, Marco Reus et Nmecha ont été les buteurs côté Borussia Dortmund. Donc on peut dire que Dortmund, avec les stats bien sûr en faveur, total pour eux, donc un carton avant Paris, donc ils préparent très bien ce déplacement. À noter les gars que sur le 11 de départ, je crois qu'il y avait 9 joueurs qui n'avait pas commencé titulaire contre le PSG, donc il a fait beaucoup tourner Terzic les gars avant ce match contre le PSG, parce que par exemple ces deux là, Malen avait commencé sur le banc contre le PSG, Reus avait également commencé sur le banc contre le PSG, ils ont commencé titulaire lors de ce match et de cette victoire 5-1 contre Augsbourg. Donc voilà, Reus qui a été buteur, peut-être son dernier but du côté de Dortmund, parce qu'on n'oublie pas qui quittera le club de Dortmund, c'est officiel, il l'a annoncé là il y a quelques jours. Donc voilà, et à noter concernant ce match contre le PSG, qu'on parlera beaucoup demain bien sûr, mais juste quelques infos. Notez que l'arbitre du match les gars sera Daniel Orsato, qui sera l'arbitre de la demi-finale retour PSG Dortmund prévue demain soir. L'Italien va arbitrer la finale perdue par Paris face au Bayern Munich en 2020. Alors, on se souvient des défaite 1-0, c'était lui l'arbitre, donc demain il arbitrera cette demi-finale retour. Et Mbappé, donc lui, il prévient pour le match retour, il prévient cette équipe de Dortmund. On est confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score et qu'on va se qualifier pour la finale. La pression, on en est conscient, mais le groupe est extrêmement serein. Voilà ce qu'a pu dire Kylian Mbappé avant la réception du Borussia Dortmund demain soir. On revient sur le championnat allemand et les résultats, les autres résultats que j'ai pas parlé. Par exemple, Union Berlin s'est incliné 3-4 contre Bochum. Et le classement, les Leverkusen bien sûr est champion. Il reste plus que 2 matchs à jouer, bien sûr, plus que 2 matchs à jouer. Les Leverkusen s'y perdent pas, ils feront une saison sans perdre. Même le Bayern Munich les gars, dans ses plus grandes années, n'a pas fait une saison d'affilée, enfin 34 matchs d'affilée sans perdre. Les Leverkusen est très bien parti pour le faire. Donc le Bayern, donc beaucoup de défaites, 7 défaites quand même pour le Bayern Munich. Donc voilà, les 4 premiers là joueront, même le 5e, les 5 premiers joueront la LDC, on les connaît, parce qu'après il y a 15 points d'écart entre Dortmund et Francfort. Donc Dortmund sera bien sûr en Ligue des Champions la saison prochaine. Et voilà, on finit avec ça les gars, on a parlé bien sûr des 5 gros championnats européens. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. A plus tard.